Salam alaikum. Dans cette quatrième fiche de TP, nous allons étudier un portique plan d'un hangar métallique. Ce portique a une ouverture de 16 mètres et une hauteur de 6 mètres au niveau des poteaux, avec une hauteur supplémentaire au niveau du faîtage. Les poteaux sont constitués de profilés métalliques HEA 220. Pour les traverses, elles sont constituées de profilés IPE 330. Le portique est chargé par le poids propre de la toiture, qui est égal à 1,2 kN par mètre. La charge d'exploitation, qui est égale à 2,7 kN par mètre linéaire, et aussi la charge due à la neige, qui est égale à 0,9 kN par mètre. Il y a aussi l'effet du vent. À titre d'exemple, on va utiliser le vent transversal, dont le chargement est représenté dans cette figure-là, la figure 2. Ce qui est demandé dans ce travail-là, premièrement, c'est la modélisation de la structure en utilisant Grid Only dans le logiciel SAP 2000. Pour la deuxième question, le calcul des réactions à l'état limite de service. Ensuite, la représentation des diagrammes des efforts, tels que l'effort normal, le moment fléchissant et l'effort tranchant, à l'état limite ultime. Ensuite, la représentation de la déformée de la structure à l'état limite de service, tout en vérifiant la flèche maximale de la traverse, ainsi que le déplacement latéral de la tête du poteau. Ça veut dire on va vérifier la flèche au niveau du faîtage de la traverse, ensuite le déplacement horizontal de la tête du poteau, toujours à l'état limite de service. Pour la cinquième question, on va vérifier le dimensionnement de la structure à l'état limite ultime. Il faut noter que pour ces 5 premières questions, on a supposé que la structure est articulée au niveau de la base des poteaux, ou bien au niveau des fondations. Pour la sixième question, on va refaire les questions 4 et 5 en supposant que les poteaux sont encastrés à leur base. Et on va commenter les résultats. Pour les données, on a un acier S235 dont les caractéristiques mécaniques sont représentées dans ces données-là. Pour ce qui est des combinaisons, on a à l'état limite ultime les 4 combinaisons suivantes, et pour l'état limite service aussi on a 4 combinaisons suivantes. Pour la flèche maximale ou bien la flèche admissible, on a cette formule là, c'est la portée divisée par 200 pour les traverses, et pour le déplacement latéral du poteau, on a la hauteur du poteau divisée par 300. Sans tarder, on va lancer le programme.
On va commencer par choisir les unités, kilonewton, mètre, Celsius. Ensuite, on va ouvrir un nouveau fichier, new model. On va choisir grid only. Pour la direction X, on va choisir 3 lignes. Pour la direction Y, puisqu'on a un portique plan, on va choisir seulement une seule ligne. Et pour la direction Z, on va choisir 3 lignes. La ligne Z est égale à 0, ensuite Z est égal à 6, et à la fin Z est égal à 7,5 mètres. Donc pour X, on a 3 lignes à choisir. Pour le Y, on a une seule ligne. Pour le Z, on a 3 lignes. L'espacement dans la direction X, c'est 8 mètres. Dans la direction Y, peu importe, puisqu'on a un portique plan, on va choisir une valeur arbitraire, par exemple 1 mètre. Dans la direction Z, on va choisir par exemple 6 mètres. On clique sur Edit Grid pour ajuster les valeurs des lignes. Pour les X, c'est exact. Pour le Y, par défaut, il a pris est égal à 0, puisqu'on a un portique plan. Pour le Z, on peut corriger. Le Z1 est égal, le premier c'est 0. Deuxième ligne c'est 6, la troisième ligne c'est 7,5. 6 c'est juste, la dernière c'est 7,5. Il est préférable de choisir une seule fenêtre. Option, Windows, on va choisir seulement une seule. Et le plan XZ. Voici les grid lines. Maintenant, on va définir le matériau. Pour le matériau, on a un acier, on va voir les données. On a un acier S235 avec une limite élastique qui est égale à 235 mégapascal et une résistance à la rupture de 360 mégapascal avec un poids volumique de 78,5 kN par mètre cube et un module de Young qui est égal à 210 gigapascal. On va introduire ce matériau-là. C'est de l'acier. On va lui donner le nom S235. Il est isotropique, c'est normal. Son poids volumique, c'est 118,5.
pour la masse volumique, on va diviser le poids par 9,81 et on va trouver 8 tonnes par mètre cube. Le coefficient de Poisson c'est 0,3 et pour le module de Young c'est 2,1, ça veut dire 210 gigapascal, c'est 2,1 10 puissance 8. Le coefficient de dilatation thermique c'est juste, c'est-à-dire la valeur c'est juste, c'est 1,17 10 puissance moins 5, Celsius moins 1, puissance moins 1. Maintenant pour la limite élastique c'est 235 000 et pour la résistance c'est 360 000. Maintenant, pour le règlement qui va calculer le dimensionnement de cette structure, c'est un règlement américain. Il vaut mieux le changer. On va le changer maintenant. Options, préférences, style, frame, design. On va changer le règlement. On va utiliser l'Eurocode 3. On va valider maintenant. Si on va revenir au matériau, à notre matériau S235, on va trouver qu'on a que le règlement a été changé à Eurocode 3. C'est bon. Maintenant, on va définir les sections. Avant de définir les nouvelles sections, il est préférable d'effacer la liste des sections qui existent déjà. Ensuite, on va importer les sections HEA 220 et IPE 330. On va utiliser l'option import, wide flange. Import white flange et on va choisir notre section. On a besoin pour cela des fichiers étoile.pro, ça veut dire les produits. On va ouvrir les produits européens en choisissant le chemin du répertoire dans lequel le SAP 2000 a été installé. Dans notre cas, il a été installé dans le répertoire programme, ensuite Computer Instructure, ensuite SAP 2000. Et on va choisir
notre fichier Pro correspondant au profilé européen, EuroPro. Dans EuroPro, on a les profilés suivants. On va commencer par le HEA. C'est le HEA 220. Voici le HEA 220. Cette section, les caractéristiques du matériau, c'est S235. Voici le HEA 220. On peut même avoir ou bien vérifier les caractéristiques de ce profilé-là, les caractéristiques mécaniques ou bien géométriques. Voici les caractéristiques géométriques telles que le moment d'inertie, section brute, section réduite, etc. Donc, on a importé la section HEA 220. Maintenant, on va essayer d'importer le IPE 330 de la traverse. Voici le IPE 330, toujours euro.pro, le répertoire euro ou bien le fichier euro.pro. Voici le IPE 330. Le matériau, c'est toujours S235. Voici les caractéristiques géométriques de la section IPE 330 et aussi c'est toujours le moment d'inertie, la section, etc. et le module d'inertie. OK. Maintenant, on peut dessiner notre structure. On va commencer par les poteaux. HEA 220. Ensuite, entrée, on va cliquer sur entrée. Pour le deuxième poteau, la même chose. Maintenant, pour les traverses, on va choisir IPE 330 et les dessiner. Maintenant, pour les sections, on peut effacer le W36300 puisqu'on ne l'a pas utilisé dans notre structure.
On va avoir seulement nos deux sections, IPE 330 et HEA 220. On peut visualiser ces deux sections-là en choisissant section dans Frame, Cable, et on a pour les poteaux HEA 220 et pour les traverses IPE 330. Maintenant, on peut vérifier aussi l'orientation de ces profilés-là, parce que c'est très important. Pour cela, on va utiliser une vue 3D déprofilée. On va choisir 3D. On remarque bien que les profilés sont bien orientés, que ce soit pour les poteaux ou bien pour les traverses. Si on avait par exemple une mauvaise orientation de profilés, on peut changer leur axe locaux. Pour cela, avant de changer les axes locaux, on va en premier lieu déterminer leur orientation. Dans Frame, Cable, Pendant, on va choisir Local Axis pour voir les orientations. L'axe du profilé, l'axe longitudinal, c'est l'axe 1, il est rouge. L'axe 2, c'est l'axe du moment d'inertie fort, ou bien l'axe du chargement, il est blanc. L'axe 3, c'est l'axe latéral du profilé, sa couleur est bleue. La même chose pour les poteaux. Par exemple, maintenant, si le poteau, par exemple, est mal orienté, il vaut mieux changer l'orientation des axes. Entre les axes 2 et 3. On va faire un exemple. Maintenant, pour ce poteau-là, on va changer l'orientation. Son orientation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le sélectionner en premier lieu, ensuite choisir Assign, Frame, ensuite Local Axis. On va faire retourner les axes 2 et 3 d'un angle. Par exemple, on va choisir 90 degrés. Ça a changé. Maintenant, l'axe 2 est orienté vers Y et l'axe 3 est orienté vers X. Auparavant, on avait l'inverse. On avait l'axe 2 qui était orienté vers Y et l'axe, je m'excuse, l'axe 2, on l'avait l'axe 2 était orienté vers X et l'axe 3 était orienté vers Y. Maintenant, on a l'inverse. On peut vérifier ça en utilisant l'option Extrude View. Maintenant, on remarque qu'on a changé l'orientation du poteau. Ce n'est pas la bonne orientation.
la bonne orientation, c'est celle-là. Ça veut dire il vaut mieux coïncider l'axe fort de la traverse avec l'axe fort du poteau. Pour revenir à la position initiale ou bien la configuration initiale, il suffit d'utiliser l'option Endo ou bien le bouton Endo. Et on a notre orientation initiale qui est juste. Maintenant, puisqu'on a terminé la construction de notre structure, il vaut mieux maintenant choisir le type de liaison au niveau des pieds de poteau. On va sélectionner les deux nœuds de base de la structure. Ensuite, Assign, Join, Restreint. On va choisir Articuler. Pour l'articulation, on va bloquer les trois translations et on va libérer les trois rotations. Maintenant, on a une structure articulée à sa base. Voici les axes locaux de notre structure. On va désélectionner les axes locaux, des éléments frame. Maintenant, on va définir les charges. On a quatre types de charges: la charge permanente, G, la charge d'exploitation, Q, et la charge de la neige, et enfin la charge due au vent. On va mettre Define. Load Cases. Pour la charge permanente, on va prendre en considération le poids propre de la structure. Ensuite, on a la charge d'exploitation qu'on va appeler Q. On va choisir Live. Dans ce cas-là, le poids propre ne sera pas considéré. On va l'ajouter. Troisième type de charge, c'est la neige. S. C'est Snow. Toujours le poids propre n'est pas considéré. On va l'additionner aussi. Et enfin, la dernière charge, c'est le vent. On va l'appeler W. C'est Wind. Aussi, dans cette charge-là, le poids propre n'est pas considéré. On va l'ajouter. Maintenant, on a les quatre types de charges. C'est bon. Maintenant, les combinaisons de charges. On va introduire ces combinaisons-là à l'état limite ultime et à l'état limite service.
define, combinaison. La première combinaison, c'est, on va l'appeler ELU 1. C'est 1,35G plus 1,5Q. Maintenant, la deuxième combinaison, c'est 1,35G plus 1,5S. On va l'appeler ELU 2. On va changer, au lieu de Q, on va utiliser S. C'est 1,35G plus 1,5S. Ensuite, la troisième combinaison c'est G plus 1,5W. On va l'appeler ELU 3. G plus 1,5W. C'est bon. Et la dernière combinaison à l'ELU, c'est ELU 4. G plus 1,5W plus 1,3S. S. On va l'additionner et voici la combinaison. Maintenant, on va ajouter les combinaisons à l'ELS. La première, c'est G plus Q. La deuxième, G plus S. La troisième, c'est G plus W. On va l'appeler ELS 1. C'est G plus Q. OK. Combinaison 2, c'est ELS 2. C'est G plus S. La combinaison 3, ELS 3. C'est G plus W. La combinaison finale, la quatrième combinaison, c'est G plus W plus 0,87 S. ELS 4. G plus W plus 0,87. On va l'additionner. S. C'est bon. On a terminé maintenant avec
les combinaisons. Maintenant, ce qui reste, c'est les chargements. On va essayer de charger notre structure avec le G, le Q, S et le W. On va commencer par le G, le poids propre. Ce poids propre là, il est dû à quoi? Il est dû au poids propre de la toiture. Je peux vous montrer dans le support, avant de montrer les charges, un petit rappel sur les hangars métalliques. Voici notre portique qui est utilisé. Deux poteaux avec deux traverses. Dans un hangar métallique, on a plusieurs portiques plans. Les traverses supportent les pannes. Les pannes, à leur tour, vont supporter la toiture. La constitution de cette toiture-là, elle est constituée généralement de deux tôles, supérieures et inférieures. Entre les deux tôles, on a une mousse qui va jouer le rôle d'un isolant. Le poids propre de cette toiture-là est pris en considération. Même aussi le poids propre des pannes. Voici un détail de la liaison d'une panne au niveau d'une traverse. Cette liaison-là se fait à l'aide de l'échantillon qui est représenté dans cette figure-là. Donc le poids propre G est dû à quoi? Dû au poids propre de la toiture, en plus de ça des pannes et des échantillons. Et à la fin, le calcul va nous donner une charge de 1,2 kN par mètre. Et pour les charges d'exploitation, c'est quoi? C'est les charges d'entretien courant de la toiture durant le cycle de vie de notre ouvrage. Si on revient au détail, on peut remarquer aussi entre les portiques, au niveau des bardages du lampon. Pour le bardage métallique, c'est à peu près la même chose que la toiture. Il est supporté par quoi? Par les poteaux et les lisses de bardage. On peut remarquer aussi l'existence d'un contreventement vertical qu'on va le trouver sur ce mur latéral qu'on l'appelle lampon. Aussi des contrevêtements horizontaux ou bien inclinés qui se trouvent généralement au niveau de la toiture, quelques endroits de la toiture. Les lisses de bardage, on peut les trouver aussi au niveau de ce mur-là, ou bien de ce plan-là qu'on appelle pignon. On peut trouver aussi des poteaux secondaires qu'on appelle les potelets. On peut les trouver soit au niveau du pignon ou bien au niveau des lampons. Cette superstructure-là, ça représente l'acrotère. L'acrotère de notre hangar. C'est une vue générale, ou bien, oui, d'une structure
d'un hangar métallique, tout simplement. On va revenir à notre exercice. On va charger notre structure. On va commencer par le G. On va sélectionner nos traverses, nos deux traverses, et on va les charger. Assign, frame. On va utiliser la charge répartie, dette. La direction, on va choisir, ou bien on va laisser gravité. La valeur, c'est 1,2. 1,2 kN par mètre. Il faut s'assurer que ce bouton-là est coché. Ça veut dire Replace Existing Load. C'est bon. La même chose, on peut utiliser Previews Selection pour sélectionner les deux traverses. Et on va assigner la charge Q. La charge Q, sa valeur c'est 2,7. Live, ça veut dire Q. On va choisir 2,7 et remplacer la valeur initiale qui était de 0. La même chose pour la charge due à la neige. 0,9. Previews Selection. Assign. Loads. Distributed. On va choisir la neige. On va écrire notre valeur qui est de 0,9. Ok. Maintenant le quatrième chargement dû au vent latéral. On va essayer d'introduire ces valeurs-là. On va commencer premièrement par le poteau de gauche. La pression du vent est de 6,5 kN par mètre. On va sélectionner notre poteau. Ensuite, Assign, Frame, toujours Distributed. On va choisir Wind. Ici, c'est pas, cette charge-là n'est pas gravitaire. Elle est dirigée selon X. Sa valeur est 6,5. 6,5. Voici la charge. Pour le deuxième poteau, la même chose. Mais la valeur, elle diffère. C'est 0,4 kN par mètre. Assign. Toujours selon X. La valeur 0,4. Et maintenant, on a chargé nos deux poteaux. Ce vent-là est appelé la charge au vent. Ce poteau-là, il est à l'abri de la direction du vent. On l'appelle la charge sous le vent. La première, c'est la charge au vent. La deuxième charge, c'est la charge sous le vent. Maintenant, on va continuer
le chargement des traverses. Pour cette traverse, la traverse de gauche, pour cette longueur de 1,50 m, elle est chargée par 5,2 kN par mètre, et pour le reste, elle est chargée de 1,7 kN par mètre. 1,5 m représente un pourcentage par rapport à la longueur totale de cette traverse-là qui est de 8 mètres. On va calculer le pourcentage. On va diviser le 1,5 m, on va le diviser par la longueur totale de la traverse qui est de 8 mètres. « 1,5 divisé par 8, c'est ça le pourcentage, ça veut dire c'est 0,1875. On remarque que le chargement n'est orienté ni selon X, ni selon Y, ni selon Z. Il est orienté selon l'axe local de notre traverse. Dans ce cas-là, on va sélectionner la traverse et on va assigner ce chargement-là. C'est une charge distribuée, uniformément répartie. Elle n'est pas orientée selon l'axe global, on va utiliser l'axe local. Pour l'axe local, on va choisir quelle direction. On va choisir la direction 2. Pourquoi on va choisir la direction 2? Je vais vous expliquer. Et maintenant, la valeur, elle est de combien? Elle est de 5,2 kN par mètre. Sur un pourcentage de 0,1875. On va utiliser l'option Relative Distance 0,1875. On va mettre les valeurs des charges. « 5,2 » c'est orienté selon l'axe local 2, parce que dans notre structure, je peux vous montrer les axes locaux. C'est l'axe 1. C'est l'axe 1. Maintenant l'axe 2 qui est par défaut de couleur blanche. On va le dessiner. On va choisir la couleur blanche. C'est ça l'axe 2. Pour l'axe 3, il est perpendiculaire à cette figure-là.
Donc on va choisir la direction 2 pour charger. Et pour la charge répartie, c'est 0. La charge répartie totale. Et 5,2 seulement pour ce tronçon-là. Pour le deuxième tronçon, c'est 1,7 kN par mètre. Le deuxième tronçon, il commence à partir du pourcentage ou bien du ratio 0,1875, il se termine à 100% ou bien à 1. La valeur, c'est 1,7. On va écrire 1,7 ici et 1,7. Et on a ici le chargement 5,2 dans cette zone-là, et pour le reste, on a un chargement de 1,7. Voici le 1,7. Pour l'autre traverse, on va utiliser la même procédure, seulement avec des valeurs différentes. On va commencer par la charge 4,3. On remarque que la pression du vent, elle est sortante. Ça veut dire que c'est un vent de soulèvement de notre toiture. On va commencer par 4,3. C'est le même pourcentage, ça veut dire entre 0 et 0,1875. Maintenant pour le reste, c'est 1,6. Maintenant on a terminé le chargement du haut. On va sauvegarder notre structure. On va choisir un autre fichier. Pour mon cas là, j'ai choisi un répertoire que j'ai appelé hangar. Je vais choisir par exemple hangar numéro 2, notre fichier. Enregistrer. Maintenant, une fois la structure enregistrée, on va analyser directement. Dans ce cas, on va choisir cette analyse option. Pour l'analyse option, on ne va pas utiliser la structure plan XZ. Pourquoi? On va utiliser space frame. Pourquoi? Parce que notre structure, elle peut se déformer hors plan. Ça veut dire dans la direction Y. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet par exemple du flambement, ou bien du déversement des traverses, etc. Ça veut dire de préférence, même si on a un portique plan, mais de préférence pour les déformations, il vaut mieux utiliser space frame pour les déformations. Ça veut dire le chargement il est plan, mais pour les déformations c'est en 3 dimensions, tout simplement. Dans ce cas là, on va pas prendre plane frame, on va choisir, ça veut dire on va choisir les déformations dans toutes les directions. On a coché sur toutes les déformations. On va choisir space frame. C'est clair?
Ça veut dire on va utiliser SpaceFrame. C'est clair? C'est bon. Ensuite, pour l'analyse, on va choisir les cas de l'analyse. On a la charge permanente, modale, ça veut dire les modes de vibration, on va les laisser tels qu'ils sont. La charge d'exploitation Q, la charge due à la neige S et due au vent W. C'est bon. On va lancer maintenant l'analyse. Une fois l'analyse terminée, on va essayer de répondre aux questions. La première question, c'est, ou bien la deuxième question, c'est déterminer les réactions à l'ELS. C'est les réactions au niveau de la base. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser display, par exemple, show force, stress. On va choisir les joints. On va choisir l'ELS, par exemple ELS 1. On va avoir une réaction. On a une réaction au niveau de la base du poteau gauche de 10,15 kN et une réaction verticale de 38,77 kN, à titre d'exemple. Et on n'a pas de moment fléchissant ici. Pourquoi on n'a pas de moment fléchissant? Parce que la structure est articulée à la base du poteau. La même chose pour le poteau de droite. Puisque le chargement de l'ELS1 est symétrique, on a des valeurs identiques, que ce soit pour l'appui de gauche ou bien pour l'appui de droite. On peut vérifier qu'on n'a pas de moment fléchissant en utilisant 3D. Dans la direction Y, on n'a pas un vecteur de moment fléchissant. Tout simplement. On va lever l'option section, déprofiler. Là, on a choisi le LS1. On peut choisir LS2, 3, etc. Par exemple, au lieu d'utiliser display, on a la possibilité d'utiliser directement cette icône-là. On va choisir Jones. Par exemple, ELS3, du au vent. Et on a les réactions. Au niveau de la base gauche, voici les réactions. La réaction verticale est orientée vers le bas. C'est normal puisqu'on a un soulèvement de la structure. Tandis que la réaction de droite, elle est normale. Où les deux réactions sont différentes parce que le chargement n'est pas symétrique. On peut aussi afficher tous les résultats concernant le LS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Display, Show Table. Avant d'utiliser les tables, on va sélectionner nos deux nœuds. Premier nœud et deuxième nœud. Ensuite Display, Show Tables.
On va utiliser output, join output, reaction. Seulement pour les deux nœuds qui ont été sélectionnés. Sélection en ligne. Ensuite, on va choisir les cas. On va prendre seulement les ELS, ELS1 jusqu'à ELS4. Maintenant, on peut afficher les réactions. On peut exporter aussi vers Excel. On a les réactions de ELS1, ELS2, ELS3 et ELS4. Au niveau des nœuds, le nœud gauche c'est le nœud 1 et le nœud de droite est le nœud 3. Alors, on remarque qu'on n'a pas de moment au niveau de ces nœuds là, puisqu'ils sont ils représentent des articulations tout simplement. On peut vérifier que on est bien en nœud 1 et en nœud 3. On peut choisir label pour les joints. Voici le nœud. C'est le nœud 1. Là, vous avez le nœud 3. Le nœud 1 et le nœud 3. Et on a le listing de toutes les réactions. Maintenant pour la question numéro 3, représenter les diagrammes des efforts à l'ELU. La même chose. On peut utiliser display ou bien cette icône là, display, frame, show force au niveau des frames. À l'ELU, par exemple ELU 1, on va choisir l'effort normal. Voici le diagramme de l'effort normal au niveau des poteaux et aussi au niveau des traverses. Pour le LU1, c'est un effort de compression normalement. Il est négatif. L'effort axial est négatif. La même chose pour ce poteau-là. On va voir pour la traverse. On a toujours un effort normal de compression. Par exemple, pour le LU2, toujours la même chose. Je crois que ça va changer au niveau de l'ELU 3 et 4, dû à l'existence du vent.
C'est clair. Là, on a un soulèvement. Dans ce cas-là, ce poteau-là sera tracté. Voici l'effort de traction. La valeur max c'est 28,098 kN. Par contre, les autres éléments seront comprimés. On peut comparer entre les différents résultats en utilisant le listing. Le listing, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on va faire? Display. Avant de faire le listing, il vaut mieux, ou bien on a toute la structure, ça veut dire, nous on va faire un display, show table, ou bien show table, oui. On va pas utiliser output au niveau des joints, on va utiliser au niveau des éléments. Au niveau des éléments, on va décocher au niveau des nœuds, au niveau des frame output. Frame output, on va choisir un table, frame force, celle-là. Pour les combinaisons, on va choisir ici. Au lieu de l'ELS, on va choisir ELE. Et on a les différentes sollicitations, que ce soit pour l'effort normal ou bien l'effort tranchant, et aussi le moment fléchissant, 1-3-3. On peut exporter vers Excel. Pour mieux analyser par la suite notre structure. C'est un exemple de quoi? L'effort normal. On peut aussi tracer les diagrammes des moments fléchissants. Voici le diagramme des moments fléchissants. On remarque que le moment fléchissant est nul au niveau des pieds de poteau, puisqu'ils sont articulés, tout simplement. Pour le 1, la même chose. Le 1 par exemple. On va trouver un diagramme symétrique. On peut choisir, au lieu de M33, l'effort tranchant de 2. Voici le diagramme de l'effort tranchant. On peut expliquer maintenant les orientations des axes locaux. On va choisir les axes locaux de notre structure, local axes. On remarque ici, on va faire 3D. C'est l'axe 1, l'axe longitudinal de notre traverse, qui est rouge. Maintenant, l'axe de chargement, c'est l'axe 2, ou bien l'axe de moment d'inertie fort. Il se trouve dans le plan vertical. Et enfin, l'axe 3, qui est perpendiculaire au plan du portique, tout simplement. Par exemple, l'effort tranchant, je vais vous expliquer un petit peu.
L'effort tranchant, c'est dans la direction de l'effort tranchant. Le moment fléchissant, c'est autour de quoi? C'est autour de l'axe 3. L'axe 3. Les axes, on va leur donner des noms. C'est l'axe 1. C'est l'axe 2. C'est l'axe 3. Pour le moment fléchissant, c'est autour de l'axe 3. L'effort tranchant, c'est V22. Le moment fléchissant, c'est celui-là. C'est M33. La même chose pour les poteaux aussi. La même orientation. C'est l'axe longitude, l'axe 1. C'est l'axe 2. Et l'axe 3. Ça veut dire l'axe 1 il est dirigé vers Z. L'axe 2 il est dirigé vers X. L'axe 3 il est dirigé vers Y. Toujours dans les efforts, pour les efforts, par exemple pour le vent, ELU4, on va choisir le diagramme de l'effort tranchant par exemple. Voici le diagramme de l'effort tranchant. On a terminé avec la question numéro 3. Maintenant, on va représenter la déformée de notre structure à l'ELS. Tout en vérifiant la flèche maximale de la traverse et aussi le déplacement latéral de la tête du poteau. Pour calculer la flèche ou bien représenter la flèche, on utilise cette icône là. On va choisir le LS. Par exemple, le LS1, G plus Q. Voici la déformée. La valeur max au niveau du filetage, la flèche max, c'est bien selon quelle direction. C'est U3. U3 ça veut dire verticalement. Ça représente combien? Ça représente 0,0641 mètres. Ça veut dire 6,41 cm. C'est la valeur max de la flèche, de la traverse. Maintenant, cette valeur-là, on va la comparer à la valeur admissible. Dans notre cas, la valeur admissible, c'est combien? C'est L sur 200. L, le L, c'est la longueur totale, ou bien l'ouverture, c'est 16 mètres. On va calculer la flèche admissible. On va 16 divisé par quoi? Par 200. On va trouver 8 cm. Dans notre cas, la flèche est de 6 cm, 41, elle est inférieure à 8 cm. Ça veut dire qu'on n'a pas dépassé notre flèche admissible. Maintenant, pourquoi c'est U3?
parce que U3 c'est l'axe local, ou bien l'axe 3 c'est l'axe local de ce joint-là. On peut visualiser les axes locaux des joints. Parce qu'il faut bien faire la remarque que les axes locaux des joints diffèrent totalement des axes locaux des éléments frame. Je vais vous montrer. Pour les joints, on va utiliser un local access pour les joints. Ça avant tout. Et vous avez les axes locaux. L'axe bleu, ou bien sûr, c'est l'axe 3. Il est orienté selon Z. C'est pour cela que la déformation qu'on a calculée, on l'a calculée selon 3. C'est ça la flèche. Elle est vers le bas, c'est moins 0,0641. Pour les nœuds ou bien les joints, l'axe 1 c'est dirigé vers X, l'axe 2 il est dirigé vers Y, et l'axe 3 il est dirigé vers quoi? Vers Z. C'est totalement différent des éléments frame. On peut les comparer. Pour les éléments frame, on va cocher sur local access pour les éléments frame. C'est totalement différent. Pour les éléments frame, c'est l'axe 1 il est dirigé selon l'axe de la traverse. L'axe 2 il est perpendiculaire à l'axe 1, il se trouve dans le plan XZ, et l'axe 3 il est perpendiculaire à ce plan là, ça veut dire il est dirigé vers Y. L'axe 2 Shaguna, il appartient au plan XZ. L'axe 3 il est orienté vers l'axe Y, que ce soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Ça veut dire les axes locaux les axes locaux des éléments frame sont totalement différents des axes locaux des joints. Il faut bien noter ça. Maintenant, on va continuer. On va vérifier le déplacement latéral du poteau. Généralement, le déplacement latéral du poteau, il est dû au chargement du vent. C'est le cas le plus défavorable. Ça veut dire la combinaison 3 et la combinaison 3 G plus W, la combinaison 4 G plus W plus 0,87 S. On peut mesurer les déformations soit à l'aide de ces icônes là, ou bien display show deformed shape. On va choisir par exemple le LS3. Le LS3 c'est dû au vent. Ça veut dire le portique s'est déplacé vers la droite. On va par exemple calculer le déplacement de ce nœud là. On a trouvé qu'il est orienté selon U1 est égal à peu près à il est égal à 0,1177 mètres. Ça veut dire à peu près 12 cm. Pour ce nœud là,
c'est 0,12,4, c'est plus grand. 0,12,4, ça veut dire 12,4 cm. C'est important. On va comparer cette valeur-là au déplacement admissible du poteau. Il est dans quelle direction? La direction U1. On va nous rappeler de cette direction-là. U1, ça veut dire l'axe rouge, c'est exact, selon X. C'est l'axe local du nœud. Ça veut dire 12,4 cm. On va la comparer à la valeur admissible. La valeur admissible, c'est H sur 300. H sur 300, on va faire le calcul. H, c'est 6 mètres. On va la diviser par 300. 6 divisé par 300, ça donne 2 cm. On a 12,4 cm qui dépasse largement le déplacement de 2 cm. Ça veut dire cette condition-là n'est pas vérifiée. On a la flèche ou bien le déplacement latéral, il dépasse le déplacement admissible. Mais réellement, dans la réalité, le poteau, au niveau de ce nœud-là, il y a un renforcement de la structure. Même au niveau du faîtage, il y a un autre renforcement. Je peux vous montrer la figure. Au niveau de la jonction traverse poteau, on a un renfort jarré. Ça veut dire que ça va rigidifier ce nœud là. Quand ça va le rigidifier, il va faire diminuer les déplacements, surtout le déplacement latéral au niveau du poteau. Au niveau du faîtage, la même chose, c'est le renfort du faîtage. Il va diminuer aussi le déplacement vertical de la traverse, tout simplement. Pour les déplacements admissibles, pour notre cas, le cas d'une toiture en général, on a F pour déplacement vertical. La flèche verticale, c'est L sur 200. On a aussi d'autres cas, tels que les planchers supportant, les planchers des bâtiments supportant des cloisons fragiles. Au lieu de 200, on va utiliser 250. Ça veut dire que c'est plus sévère de la condition. Pour les bâtiments à plusieurs étages supportant des poteaux, ça veut dire pour les planchers intermédiaires, au lieu de 250, on a L sur 400. Pour le déplacement latéral, si la structure ne comporte pas de pont roulant, on utilise H sur 300. C'est notre cas. Mais si on a un pont roulant, au lieu de H sur 300, on va utiliser, ça veut dire le poteau il doit être plus rigide, il ne doit pas se déplacer latéralement avec de grandes valeurs. Au lieu de H sur 300, on va utiliser H sur 500. Dans ce cas-là, si on va renforcer notre structure par des renforts au niveau du jarret et des renforts au niveau du faîtage, on va pas, généralement, on va pas avoir les problèmes de déformation excessifs. Je peux vous montrer à peu près le renforcement.
On va faire un renfort au niveau du jarret ici. Et aussi un autre renfort au niveau du fêtage. Ces renforts-là vont rigidifier ces nœuds-là et vont réduire leur déplacement dans n'importe quelle direction. Maintenant, pour la question suivante, ça veut dire on va vérifier le dimensionnement de la structure à l'ELU. Maintenant, on va ôter cette option Extrude View pour mieux voir les choses. Même les axes locaux des nœuds, on va les éliminer. C'est bon. Pour le design, pour calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir Design, Steel Frame Design, tout simplement, puisqu'il s'agit d'une structure métallique. On va choisir les combinaisons. Le design il se fait à l'ELU. Dans ce cas-là, ces combinaisons par défaut on va les enlever et utiliser à leur place les combinaisons à l'ELU entre ELU1 et ELU4. Voilà. Ça y est, maintenant les combinaisons sont choisies. Ensuite, pour design, on va lancer Start Design Check of Structure. Ça veut dire on va vérifier notre structure. Et on a les résultats. Et les résultats sont sous forme de ratio. Je vais vous expliquer c'est quoi le ratio. En général, le ratio c'est quoi? C'est le rapport entre la sollicitation et la résistance de la section. Normalement, la résistance de la section doit être supérieure à la sollicitation. Ça veut dire le RD, il doit être supérieur à ASD, en général. Dans ce cas-là, le ratio il sera inférieur à 1. Dans le cas contraire, si SD sur RD est supérieur à 1, notre section va rentrer hors win. Ça veut dire, pour vérifier la section, on doit toujours trouver le ratio qui sera inférieur ou égal à 1. Ce ratio-là, il est calculé dans la charpente métallique selon deux critères importants. Le premier critère, c'est le critère de résistance. Ça veut dire notre section ne va pas atteindre la ruine par plastification. Ça veut dire ne va pas entrer dans le domaine de ruine par plastique. Par exemple, pour l'effort tranchant, la sollicitation V, elle doit être inférieure à VR. Dans ce cas-là, le ratio V sur VR, il doit être inférieur à 1. La même chose pour la compression, N sur NR inférieur à 1. Pour la flexion simple, le M sur MR inférieur à 1. Flexion avec effort tranchant,
on doit avoir toujours M sur MR inférieur à 1 avec ces formules-là. Si on a le cas d'une flexion déviée, ça veut dire dans les deux sens, on doit utiliser la formule du ratio, cette formule-là. C'est le premier critère, c'est le critère de résistance. C'est le critère de résistance. Ça veut dire éviter la ruine par classification. Le deuxième critère, c'est le critère de stabilité de forme. C'est quoi le critère de stabilité de forme? Ça veut dire notre structure peut se déformer dans le domaine classique, ça veut dire entrer en ruine par déformation de forme. On a trois types de déformation. On a le flambement, notre profilé va se courber selon l'axe faible d'inertie généralement. Là c'est le flambement. Deuxièmement, on a le déversement, ça veut dire notre poutre ou bien notre élément va tourner autour de l'axe de l'élément, l'axe 1. C'est ça le déversement. C'est un exemple de la console, c'est un exemple d'une poutre, simplement appuyée. Le troisième type d'instabilité, c'est le voilement local. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est le flambement d'une plaque, d'une petite plaque. Local, ça veut dire qu'on va le trouver dans une zone. Puisque la plaque va flamber, on va avoir des cloques. Il va avoir des cloques, les cloques, que ce soit au niveau des âmes ou bien au niveau des semelles. Pour la poutre, maintenant c'est pour la semelle. Au niveau de la semelle, ça veut dire le voilement, on peut le trouver soit au niveau des semelles comprimées, ou bien dans les zones comprimées des âmes, ou bien dans les deux. Ça veut dire semelle comprimée plus âme comprimée. La même chose que ce soit pour une poutre ou bien pour un poteau. Pour le flambement, on a ces formules-là. C'est ça le ratio. Pour le déversement, on a cette formule-là. Et pour le voilement local, on a cette formule. Tous ces ratios-là sont pris en considération dans le logiciel SAP. Ça veut dire à la fin, il va nous donner seulement le ratio. Maintenant, on remarque que pour le poteau, il y a la couleur rouge, ça veut dire on a dépassé en quelque sorte le ratio. Ça veut dire notre poteau ne va pas résister. La même chose pour cette traversée. On va vérifier pour ce poteau-là. On clique sur l'élément à l'aide du bouton droit. On va voir les ratios. On remarque qu'on a dépassé. On a trouvé un ratio de 1,031. On a dépassé le 1. Ça veut dire que notre profil ne va pas vérifier. On peut lire les détails. C'est ça le ratio qui a été dépassé. On peut même avoir un tableau plus détaillé et même l'exporter vers Excel. Export vers Excel. Par exemple, c'est l'élément numéro 1, HEA 220. Dans cette zone-là, et c'est overstressed, ça veut dire le ratio il dépasse 1.
c'est clair. On peut même détecter à quel niveau le ratio il a été dépassé. C'est location 6 mètres. 6 mètres, ça veut dire que ça va se trouver au niveau de ce joint. Au niveau de 6 mètres. C'est pour cela qu'il y a toujours le renfort, généralement le renfort au niveau du jarre. Ça veut dire même la location, on peut trouver soit 0, ça veut dire à la base, 3 mètres au milieu et 6 mètres au bout de l'élément. Après exportation, maintenant on a deux zones. C'est bon. Chez eux, deux zones. Là, on a seulement un seul cas, overstressed. La même chose pour cette traverse-là, on va sélectionner. On va trouver que pour le LU4, le ratio il a été dépassé. Ça veut dire que notre traverse ne va pas résister. Pour les autres éléments, par exemple celui-là, c'est vérifié, on va voir. Tous les cas sont vérifiés, ça veut dire que tous les ratios sont inférieurs à 1. Même et aussi pour ce poteau-là. Tout est vérifié. Ça veut dire que la valeur maximale du ratio c'est 0,88. Elle est inférieure à 1. C'est bon. Donc notre structure ne va pas résister aux sollicitations qu'on a introduites précédemment. Qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre les étapes aussi. Donc pour la question 5, les conditions ne sont pas vérifiées. Maintenant on va lire la sixième question. La sixième question, au lieu d'articulation au niveau des bases des poteaux, on va utiliser des encastrements pour la structure. On va choisir les deux nœuds de base, sign, join, restraint. Au lieu de l'articulation, on va utiliser encastrement. On va encastrer, ça veut dire on va bloquer les déformations ou bien les déplacements dans les 6 degrés de liberté. On va les bloquer. C'est encastré. Maintenant, on peut lancer l'analyse. Analyse, cette option. Il faut s'assurer que space frame, parce que les poteaux risquent de flamber hors plan, ça veut dire dans la direction Y. Les traverses risquent de se déverser latéralement dans la direction Y aussi. Ça veut dire qu'il vaut mieux libérer toutes les déformations. OK. Maintenant, analyse. Cette analyse cases. Ça y est, le cas. Et on va faire run now. Maintenant, pour design, on va choisir les combinaisons. C'est toujours ELU1 jusqu'à ELU4. Design. Et on va calculer les ratios. On remarque qu'on n'a pas de couleur rouge,
Ça veut dire pour tous les éléments de la structure, on n'a pas dépassé le ratio. Par exemple, pour ce poteau-là, on est dans cette zone-là, entre 0,9 et 1. Pour ces deux traverses et aussi le deuxième poteau, on se trouve entre 0,7 et 0,9. On peut vérifier, par exemple pour ce poteau-là, le maximum c'est 0,9. 0,912. 0,912 c'est entre 0,9 et 1. Ça veut dire il résiste. La même chose pour, par exemple, pour cette traverse-là. On doit trouver entre 0,7 et 0,9. Le ratio. Un maximum c'est 0,83. C'est compris entre 0,7 et 0,9. Ça veut dire c'est vérifié. Même les efforts, on peut représenter les efforts. Ça veut dire le problème il est réglé. Au niveau de quoi? Au niveau de la résistance des différentes sections. Maintenant, on va continuer l'exercice. Ça veut dire la réponse à la question 6. Que remarquez-vous? On a remarqué que la section devient résistante si on utilise des encastrements à la base. Maintenant, il faut justifier. Pour justifier, on va un petit peu expliquer. Auparavant, on avait un portique comme ça. En premier lieu, articulé. On va essayer de tracer le diagramme des moments fléchissants. On a à peu près ce diagramme-là. C'est la première configuration d'un portique articulé. Maintenant, on va essayer de dessiner un portique encastré. À sa base. Voici le diagramme du moment fléchissant. Puisqu'on a un encastrement, on va avoir un moment au niveau de l'encastrement.
D'après ce diagramme-là, qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'on a des encastrements ici, le moment fléchissant, on va voir un autre moment fléchissant au niveau de cet encastrement-là. Ce diagramme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit le moment au niveau de ce nœud-là. On a une réduction. On a une réduction du moment. Le moment, il est important. Pour le cas d'encastrement, le moment, il a été réduit. Parce que le diagramme, en quelque sorte, il a fait une translation selon X. Ça veut dire il a été réduit dans la tête, la tête du poteau. Il a eu une valeur négative au niveau du pied du poteau. C'est à cause de l'encastrement. Puisque les efforts sont réduits pour le cas d'encastrement, dans ce cas-là, notre structure va résister. Ça veut dire généralement dans une structure métallique, on peut généralement jouer sur articulé ou bien encastré pour vérifier la résistance de notre structure. Ça, il faut noter, tenez, que pour le cas d'encastrement, certes, on a réduit les moments fléchissants au niveau des poteaux, mais au niveau de la traverse, à mi-travée, on peut augmenter là. On peut augmenter le moment. Ça veut dire que le moment il sera plus important que le moment de la première configuration. C'est bon. Maintenant, avant de terminer, je peux vous montrer dans le support. Maintenant, je peux vous donner dans l'annexe A les différentes combinaisons, parce que dans notre exemple, on a utilisé seulement 4 combinaisons, mais en réalité, on a plus de 4 combinaisons. Les 4 combinaisons, on peut les calculer à partir de ces tableaux-là. C'est clair? Maintenant, comment avoir une articulation ou bien un encastrement au niveau du pied de poteau? Je vais vous montrer. C'est un exemple d'articulation. Articulation au niveau du poteau. On a mis seulement 2 boulons d'ancrage au niveau de l'encastrement du poteau, ou bien au niveau de la platine d'ancrage. Même ici, on a mis 4 boulons, mais ces boulons-là se trouvent à l'intérieur du profilé du poteau. Je peux considérer pour ces deux cas-là qu'on a une articulation. Pour ce cas-là, non. Les 4 boulons, on les a mis en dehors du profilé du poteau. Ça veut dire qu'on peut considérer que c'est un encastrement. On peut ajouter aussi d'autres boulons, par exemple 3 dans cette file-là et 3 dans cette file-là. Ça veut dire qu'on va avoir 6 boulons. Là, ça veut dire en général, si les boulons se trouvent à l'intérieur du profilé du poteau, on peut les considérer comme étant des articulations. Et si ils se trouvent à l'extérieur du profilé, ça veut dire que ça va empêcher toute rotation du poteau. Dans ce cas-là, on va les considérer comme encastrement. Sur cela, ma vidéo arrive à son terme. Je vous dis salam alaikum wa rabbi aouakum.